Notre avenir, économisons-la. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Henri Gougaud, avec une date importante, 11 décembre 1967. Je vais vous aider, c'est la sortie d'un album où il y a cette chanson. Jean Ferrat, Koubassi, Koubano, une chanson de Henri Gougaud. Oui. Ça, c'est. Oui. On ne sait pas beaucoup, vous avez écrit des chansons pour Jean Ferrat, Henri Gougaud. Ah, ben j'en ai écrit pas mal, hein. Oui. J'en ai écrit, je sais pas, une vingtaine peut-être. Oui, mais là c'est l'album À Santiago, Ouais. et il y a cette chanson, et il y en a même une autre d'ailleurs, qui s'appelle Prise unique. Prise unique au soleil d'aluminium fleuri, je flâne en vos jardins d'ustensiles étranges. Prise unique, c'était une chaîne de magasins qui a été montée par le printemps en 1931 et qui est devenue le symbole de la France ouvrière dans les années 50-60. Oui, c'est ça, oui. Oui, non, mais j'aimais beaucoup Ferrat. On était très liés. Bon, j'ai fait, je sais pas, oui, sans doute une vingtaine de chansons pour lui. Vous l'avez connu à ses débuts? Presque. Je l'ai connu à l'époque où je passais à l'Écluse, les cabarets de la Rive Gauche, oui. Où je passais à l'Écluse et où parmi les gens qui chantaient aussi dans ce cabaret, il y avait Christine Sèvres qui était la femme de Ferrat et Jean passait de temps en temps le soir pour la chercher après le spectacle. Et Christine m'avait dit un jour, est-ce que tu veux pas me faire des chansons? Je lui ai dit, bien sûr, je te fais des chansons. C'était une magnifique interprète, Christine Sèvres. Je lui ai fait 3 chansons. Et puis elle m'a dit, est-ce que tu verrais l'inconvénient à ce que Jean fasse la musique? Je lui ai dit, pas du tout. Et donc, il a finalement fait la musique, et il a gardé les chansons pour lui. C'est pas Christine. Christine Sèvres était la première épouse de Jean Ferrat. Ouais. Elle a disparu très tôt, beaucoup trop tôt. Ouais. Mais c'est une chanteuse qui a eu son heure de gloire aussi. Oh, là, elle a fait un disque qui était un chef-d'œuvre, un album qui était un chef-d'œuvre, qui a eu le malheur de sortir en mai 68. Oui, donc on l'a pas beaucoup entendu. Oui. Et cet album de Jean Ferrat à Santiago, c'est tombé au moment où on parlait le Che venait d'être assassiné, oui. Et c'est tombé exactement à ce moment-là, au moment de la révolution cubaine. Oui, c'est ça, oui. Alors, ces chansons vont finalement, vous les avez écrites, et quand vous parlez de cabaret, vous avez débuté, je crois, à Paris, à la Colombe, qui est un cabaret aujourd'hui disparu, Henri Gougaud. Oui, je ne sais plus si c'est à la Colombe ou à l'Écluse. Je crois que c'est à la Colombe, en 62. En 62 ? Oui. Ah non, pas en 62, je n'étais pas à Paris. Alors, c'est juste après. Je suis arrivé en 63. Alors voilà, 63, ouais. Et la Colombe a fermé en 64. Vous avez été un des derniers pensionnats de ce cabaret qui a vu débuter beaucoup de gens. En 64 ? Oui, ils ont fermé, oui. Parce que c'était Michel Valette qui dirigeait la Colombe dans l'île de la Cité. C'était un homme d'une grande exigence artistique. Il ne prenait pas n'importe qui. Il fallait absolument... lui, vraiment, il ne se moquait pas du monde. Hein. Il cherchait vraiment le meilleur pour les amateurs, pour les gens qui venaient, qui aimaient la chanson et qui venaient l'écouter. Oui, c'est l'époque où on venait le soir au cabaret, on allait écouter des chansons et boire un verre, ce qui n'existe plus aujourd'hui, Henri Gougaud. Oui, non, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est comme ça, hein. C'est la vie, il faut accepter que la vie bouge comme ça, mais effectivement, il y avait dans les années 60 encore qui étaient dans la mouvance, dans la foulée des cabarets Saint-Germain-des-Prés, la Rose Rouge, la Fontaine des 4 Saisons, etc. Et il y avait aussi l'Écluse, la Colombe, qui accueillait principalement la chanson, comment dire, la chanson poétique. Oui, Anne Sylvestre a débuté là-bas. Anne Sylvestre, Ferrat, Pierre Perret. Oui, tous ces gens-là ont débuté à la Colombe. Barbara, n'en parlons pas. Devant une centaine de personnes maximum tous les soirs. Ouais. On apprenait son métier. Voilà. Et là, il faut savoir que l'immeuble où se trouvait la Colombe, en fait, d'après mes renseignements, c'est le plus vieil immeuble de Paris. Ouais. Il a été construit en 1297, c'est-à-dire à l'époque de la construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ah ben ça, c'est extraordinaire. Je savais que c'était un bâtiment historique, mais je ne savais pas que c'était le plus vieux. Et Georges Moustaki aussi a débuté là-bas. Oui, Moustaki aussi, oui. Puis il y a d'autres qui ne sont pas devenus célèbres,
comme ils auraient dû, à mon avis, comme Maurice Fanon ou Joël Holmes. Bien sûr qu'il y a eu beaucoup de succès aussi, mais quelques mois. Voilà. Fanon, lui, est resté pour un petit public. Oui, c'est ça. Et puis, vous avez continué à travailler avec Jean Ferrat, et son dernier spectacle au Palais des Sports, vous avez assuré la première partie Henri Gougaud avec Chanson pour la ville, Chanson pour la vie. Oui. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était C'était en 73, non ? Oui, c'est ça, 72-73. Voilà. Il devait faire un spectacle au Palais des Sports. Et puis, il avait envie de quelque chose d'un peu plus nouveau que le traditionnel tour de chant. Et il m'avait dit, tu veux pas construire quelque chose, écrire quelque chose pour une première partie thématique et tout ? Et je lui ai dit, ouais, c'était en 73. Moi, j'étais déjà, à cette époque, un écologiste militant, alors que le mot même d'écologie commençait à peine à exister. Je lui ai dit, on va faire une première partie sur la ville, la pollution, le bétonnage, enfin, tous ces trucs-là. Et donc, j'ai écrit un spectacle, un texte avec des chansons qui ont été interprétées alors par Francis Lemarque, par les Troubadours, qui était un groupe à l'époque qui avait assez de succès, qu'il y avait aussi, je me souviens pas. Oui, il y en avait beaucoup. Ouais. Puis après, il s'est passé d'autres choses. On va l'évoquer dans quelques instants à travers une autre date, le 1er juin 1979. À tout de suite sur Sud Radio avec Henri Gougaud. Mon.fr Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle d'Henri Gougaud, avec ce livre Le jour où Félicité a tué la mort, dont on va reparler tout à l'heure. Mais avant, il y a la date du 1er juin 1979. C'est la sortie d'un livre, le titre vous dira forcément quelque chose, L'Arbre à soleil, légende du monde entier, Henri Gougaud. Ah oui. Je crois que c'est votre premier succès littéraire. C'est mon premier livre de contes et le premier succès littéraire, on peut dire ça. Oui. Il y a 100 légendes et contes de nombreux pays. Oui, ce sont des histoires que j'avais, des contes traditionnels que j'avais racontés pendant mes années de radio France Inter. Et effectivement, oui. Je ne savais pas que si vous m'aviez dit quand a apparu L'Arbre à soleil, j'aurais dit début des années 80. Voilà. Mais voilà. Oui, et c'est un livre qui a, je ne sais pas pourquoi, qui a marché. Je crois que c'est parce que c'est la période où qu'on a appelé la renaissance du conte, où le conte et les conteurs et les conteuses ont repris du poil de la bête et on s'est mis à raconter un peu partout. Donc, il y avait un intérêt particulier pour ce genre de littérature. Alors, être conteur, c'est pas nouveau pour vous, Henri Gougaud. Je crois que déjà, à l'université de Toulouse, un professeur de philosophie, René Nelly, est à la base de votre amour des contes. Indirectement, un peu indirectement, parce que René Nelly qui était carcassonné comme moi d'ailleurs, était le grand spécialiste des troubadours. Il avait fait sa thèse là-dessus, d'ailleurs, l'érotique des troubadours. Et moi, j'ai connu, disons que je me suis intéressé aux troubadours grâce à Nelly. J'ai risqué le coup de traduire les troubadours, parce qu'ils écrivaient en occitan, les troubadours. Oui. Donc, je les avais traduits, j'avais montré tout ça à Nelly, qui les avait approuvés. J'avais l'imprimature du maître, donc je pouvais continuer. Et puis Nelly faisait du collectage aussi. Du collectage de contes, de légendes, et je l'ai un peu suivi dans ce travail-là. Et effectivement, c'est à son contact que j'ai découvert le conte, mais je racontais pas. Je n'imaginais pas que je pouvais raconter un jour. D'ailleurs, à l'époque, j'étais étudiant, les conteurs, ça n'existait pas. Moi, j'avais l'ambition d'être écrivain. Donc, collecter des histoires de la bouche des paysans de la Haute-Vallée de l'Aude, ça remplissait mes greniers. Voilà. Oui, en fait, il n'y avait pas de traces écrites. Vous alliez voir les gens les uns après les autres. Oui. Et ces gens avaient des histoires, connaissaient des histoires. Ils se transmettaient de génération en génération. Ah bien sûr, des contes traditionnels, bien sûr, oui. Mais il y avait les guerres, la peste, l'oubli, tout y passait.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous recueillez des informations que personne n'avait. Et si vous n'aviez pas fait ce travail, elles auraient sans doute disparu, Henri Hugo. Non, mais c'est pas moi qui ai fait ce travail. Si, c'est bien des gens. Le mérite en revient principalement aux ethnologues. L'ethnologie est née juste au moment où il fallait qu'elle naisse, quoi. Au moment du grand bouleversement, du grand chambardement des campagnes vers les villes, où la culture paysanne traditionnelle disparaissait, et les ethnologues sont venus recueillir tout ce qui valait la peine de l'être, et entre autres, ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature orale, qu'on appelait autrefois le folklore. Alors les contes, justement, Henri Hugo, on a l'impression que c'est pour les enfants, et vous assurez le contraire. Ah, pas du tout, mais oui, mais ça... Je m'escrime à le dire, à le répéter depuis des années et des années. Bon, non, les contes ne sont pas des histoires bonnes pour les enfants. D'abord, c'est comme si on disait que les pommes sont des fruits pour les enfants, sous prétexte que les enfants peuvent en manger, mais ça nourrit aussi le vieillard et la jeune fille. Je veux dire, tout le monde... Je crois qu'il y a de la nourriture. Les contes, c'est pas du vent. Ce n'est pas chargé de sens plus ou moins intellectualisables. C'est de la nourriture. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on a toujours l'impression que c'est pour les enfants et pas pour les adultes, Henri Hugo ? Il y a une raison à ça. Ça a toujours été la littérature des illettrés, le conte. C'était la littérature des gens qui ne savaient ni lire ni écrire. Donc du peuple. Pendant des siècles, le conte traditionnel et ce qui va avec, les légendes, les trucs, ça a constitué la littérature des illettrés. Puis, les hommes ont appris à lire et à écrire avant les femmes. Et donc, ils se sont désintéressés des contes pour cultiver peut-être les almanachs, par exemple, qui étaient... Et les contes, c'est devenu la littérature des bonnes femmes. Puis voilà. Et puis, les femmes ont appris à lire et à écrire. Et c'est devenu qui étaient les ignorants parmi les ignorants ? Les enfants. Voilà. Donc, voilà comment les contes sont arrivés jusqu'aux enfants. Mais... on est en train, Dieu merci, de se rendre compte aujourd'hui que la littérature orale, pas seulement française ou européenne, mais mondiale, c'est un des plus grands trésors de l'humanité. Oui, et c'est tellement un trésor que le public vous a suivi et vous a presque obligé ensuite à raconter ces contes sur scène, Henri Hugo. Oui, c'est un peu ça. Parce que effectivement, j'ai raconté des légendes, des contes sur France Inter pendant une dizaine d'années quand même. Et quand j'ai quitté la radio parce que je voulais me consacrer à l'écriture. Et quand j'ai quitté la radio, il y a des gens qui m'ont téléphoné pour me demander si je voulais venir raconter à droite à gauche. Au début, j'ai dit non parce qu'il y a quand même une différence entre raconter des histoires à la radio et les raconter en public. Mais puis, un jour, je me suis laissé tenter, je me suis laissé faire, et puis je me suis aperçu que j'y prenais plaisir. Et voilà, donc j'ai continué. Mais pendant un temps, je ne faisais rien pour ça. J'attendais, si on me téléphonait pour me demander quelque chose, je disais oui volontiers, mais je ne démarchais pas du tout. Jusqu'au moment où j'ai rencontré Olivier Poubelle, qui est devenu mon agent à ce moment-là, et qui l'est toujours d'ailleurs, entre parenthèses, une quarantaine d'années de fidélité, et qui, lui, s'est occupé de tout, et qui m'a organisé à partir de là, je suis passé... mais c'était, pour moi, très étonnant, parce que je n'ai rien fait pour ça. Eh oui, mais en plus, à cette époque-là, vous aviez abandonné la chanson. Alors, j'ai fait les comptes. Il y a eu 8 albums entre 64 et 76. Et la première chanson, d'après mes calculs, la première chanson enregistrée, c'était celle-ci, Henri Hugo. Tu es pucelle et tu es sage, n'as-tu pas honte Marie. Ah oui, Oui. oui. Je sais que vous n'avez pas votre voix, mais c'est quand même une belle chanson. C'est le premier, c'est le premier 45 tours. Je ne suis pas...
je ne me sous-estime pas. Je veux dire, j'ai écrit de belles chansons. Mais il valait mieux que quelqu'un d'autre que moi les chante. Voilà, mais enfin, il y a eu 8 albums. Et la dernière, c'était Le Berger des mots en occitan. Mon pays és un rec que va traficant, cercant son camí di brugno, di Montenval de València. L'occitan, ça fait partie de votre culture et de votre vie, Henri Goudou. Ah, ben mes grands-parents ne parlaient qu'occitan. Ils ne parlaient... D'ailleurs, ça s'est joué comme ça de génération en génération. Mes grands-parents, entre eux, ne parlaient qu'occitan. Mes parents parlaient occitan quand ils parlaient avec leurs propres parents. Mais aux enfants, donc mon frère et moi, nous parlaient français. Et vous parliez l'occitan, vous l'avez appris aussi au contact de vos grands-parents, Henri Goudou ? Ben oui, forcément, oui, mais pas bien. Pas bien, justement, parce que même mes grands-parents, quand ils parlaient aux enfants, ils parlaient en français, parce que c'était quand même mieux de parler en français, quoi. Mais en même temps, l'occitan, c'est important, et depuis 2008, la Constitution indique que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, Oui. et depuis 1999, l'occitan fait partie des langues protégées par la loi. Et donc, c'est quand même c'est une bonne chose. C'est une reconnaissance. Et d'ailleurs, en novembre 2014, elle est devenue une des langues officielles de l'Euro-région Pyrénées-Méditerranée. Ah bon. Donc, il y a encore beaucoup de jeunes qui parlent occitan aujourd'hui. Mais il y a des écoles qui enseignent en occitan. Complètement. Il y en a du côté de chez vous, à Carcassonne, j'en ai repéré 2. Oui. Oui. Alors, les contes, finalement, pour vous, la première trace écrite, vous avez repéré, c'est dans l'Antiquité égyptienne, je crois, Henri Goudou. Bon, le premier texte, la première épopée, la première épopée découverte, c'est l'épopée de Gilgamesh, qui est une quête, et curieusement, parce que c'est la plus vieille histoire du monde, l'épopée de Gilgamesh. Elle doit dater de 6000 ans, à peu près. Elle parle de la quête de l'immortalité. C'est un thème qui va revenir dans toutes les histoires possibles. Et qui vous touche aussi. Jusqu'à nos jours, et qui me touche aussi à cause de ce fichu bouquin qui vient de sortir. Dont on va reparler. Mais alors, vous avez fait toutes sortes de contes, vous avez dirigé des collections, je crois, oui. Pour faire travailler d'autres auteurs. Oui. Vous êtes devenu un spécialiste, et vous avez même fait des contes érotiques. Ah oui. Oui, et j'ai pris beaucoup de plaisir à ça. Beaucoup de plaisir, un plaisir de conteur, parce que raconter des contes érotiques, c'est quand même une gageure, je veux dire, de conteur. Il faut pratiquer l'allusion, la métaphore, toutes sortes de trucs rhétoriques. C'est compliqué. Et puis, c'est un peu pour aller contre le fait que les contes sont réservés aux enfants. C'est pas vrai, parce que les contes érotiques que j'ai réécrits sont des contes traditionnels, au même titre que Le Petit Chaperon Rouge ou Blanche-Neige. Oui, en même temps, les ethnologues les ont cachés pendant des années, Henri Goudou. C'est drôle, ça. Oui, c'est drôle. C'est que moi j'ai beaucoup fréquenté les travaux d'ethnologues, parce que c'était dans leurs travaux que je trouvais souvent des contes. Mais ces contes-là, il les laissait, on sentait bien qu'il les laissait un peu de côté, voilà. Le sexe de l'homme ou le sexe de la femme, il le laissait en langue originelle, quoi. Il le traduisait pas, enfin, des petites choses rigolotes comme ça. Et on dit justement que ces contes érotiques que vous avez publiés, Henri Goudou, ont été principalement achetés par des femmes. Oui, et je les ai racontés sur scène. Oui. Je les ai racontés sur scène, et je me suis aperçu de cette révolution de plus en plus visible, d'ailleurs, que constitue le féminisme, dans la mesure où, quand je raconte... Moi, je raconte des histoires sur scène, des histoires dites paillardes. C'est pas de l'érotisme torride, c'est plutôt dans la paillardise, dans le truc festif et joyeux. Et traditionnellement, autrefois, une femme convenable aurait dû faire semblant de ne pas comprendre. Or, là, dans ces cas-là, les rires étaient principalement féminins. Et les hommes étaient plutôt un peu gênés, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Il y a une femme à cette époque-là, d'ailleurs, qui a eu un gros succès avec des chansons gaillardes et libertines. C'est Colette Renard avec Les Nuits d'une demoiselle. Que c'est bon d'être demoiselle,
Chansons découvertes par Guy Breton, un historien pour Colette Renard. Chansons qui sont reprises aujourd'hui par la jeune génération, ce qui prouve que vous aviez raison en développant ces contes érotiques. Bah oui, enfin... Je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Enfin, je l'ai fait par goût. J'ai eu envie de faire ça. Il n'y a pas eu des critiques, des remarques? Parce que Colette Renard, quand elle a chanté ses chansons, on lui a dit, avec votre standing, vous ne pouvez pas chanter ça. Non, moi, on m'a pas dit ça. D'abord, c'était un livre. Le livre s'appelait Le Livre des Amours. Voilà. Et puis, c'est un bouquin qui a été traduit dans une dizaine de langues. Donc, ça a intéressé des gens un peu partout. Et pour vous, d'ailleurs, le conte, c'est une sorte d'art d'avant-garde, Henri Gougaud. J'ai dit ça. Oui. Je l'ai dit de manière un peu provocante, mais au fond, je le crois. Je crois que c'est un... Pourquoi ? Parce que par rapport aux autres arts du spectacle, disons le théâtre, le cinéma, raconter une histoire, c'est faire du cinéma. C'est-à-dire dire des choses qui allument des images dans la tête de la personne qui écoute. Or, il se trouve que le conte provoque des images, un film intérieur, autant de films intérieurs qu'il y a de gens pour l'écouter. Alors que le théâtre et le cinéma proposent la même image pour tout le monde. Le conte est un art beaucoup plus libertaire que les autres. Alors bon, on trouve que je suis provocateur quand je dis ça, mais peut-être, mais j'arrive pas à me dire que j'ai tort. Voilà. Il y a le théâtre, le cinéma et la littérature. On en parle dans quelques instants avec une autre date, celle d'aujourd'hui, le 2 mai 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Henri Gougaud. Traiteur.fr. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Henri Gougaud. On a parlé du passé, on parle maintenant du très présent, puisque le 2 mai, aujourd'hui même, sort votre nouveau roman, Le jour où Félicité a tué la mort, chez Albin Michel. Alors déjà, le titre est étonnant, c'est-à-dire que c'est à la fois un roman, c'est une femme qui a décidé de mourir, mais qui va complètement rater son coup. C'est une femme de 95 ans. Je me suis inspiré de la mère d'une amie qui, un soir d'été, comme ça, lui avait dit « J'ai vraiment pas envie de vieillir. » Elle avait 95 ans. Oui. « J'ai vraiment pas envie de vieillir. » Et elle était morte dans la nuit qui avait suivi. Et là, je pars d'une vieille femme comme ça, qui a des échos dans ma famille, parce que finalement, on ne parle jamais que de ce qu'on connaît. Donc, voilà. Félicité, elle n'avait pas envie de vieillir. Et donc, à cet âge-là, si on n'a pas envie de vieillir, ma foi, on cède un peu à partir. Voilà. Donc, elle confie une mission à son jardinier, lui faire une piqûre avec de la mort au rat dedans. Pas vraiment, pas vraiment, non. C'est pas son jardinier, elle habite un hameau. Oui. Voilà. Ça s'appelle Blaise. Voilà. Les Corbières, c'est mon pays, donc je l'ai situé comme ça dans les Corbières. Un hameau où elle habite avec un voisin qui est Blaise, qui est, oui, le gars qui lui fait ses courses, voilà, qui le va chercher le journal, qui lui fait le marché, etc. Elle l'aime bien, ils s'aiment bien, voilà, ils ont peut-être 30 ou 40 ans de différence, mais enfin bon... Et donc, ce jour-là, Félicité, elle est dans son lit, elle a mis le point final à son journal intime, elle a préparé la seringue avec la mort au rat dedans, et elle va se suicider. Mais voilà que Blaise arrive, il vient de faire les courses, et elle se dit quand même, ça serait bien que je meure dans un petit câlin comme ça. Et elle fait venir Blaise dans sa chambre, elle lui dit, couche-toi à côté de moi, j'ai froid, tu me réchaufferas comme ça. Et il se couche à côté d'elle, il lui entoure les épaules de son bras, et elle, au moment fatidique, comme sonne midi, elle se dit, ça y est, c'est le moment, elle se plante la seringue de Morora dans le bras, sauf qu'elle rate son bras, mais pas le bras de Blaise.
Et c'est comme ça que Blaise va disparaître et qu'elle se retrouve vivante avec des gens qui ont préparé son enterrement avec des discours et des couronnes. Et pas seulement ça, c'est une institutrice, Félicité, une institutrice honoraire, comme on dit. Une institutrice à la retraite qui a gardé de ses années à l'école 3 enfants spirituels, quoi. Des gosses qu'elle a eus à l'école autrefois, qui sont devenus adultes, qui ont un métier, mais qui ont toujours gardé un contact avec leur institutrice. Ils sont 3, 2 hommes et une femme. Et comme elle avait préparé son suicide, elle avait envoyé une lettre à ces 3-là pour leur dire, voilà, vous viendrez tel jour pour mon enterrement, pas sans fleurs ni couronne, tranquille, vous m'enterrez sous le pommier, ça sera très bien. Et puis ils arrivent, et puis elle n'est pas morte. Voilà. Et non seulement elle n'est pas morte, mais il y a un cadavre à côté. Celui de Blaise. Oui. Et comment s'en débarrasser? Et un cadavre avec qui elle va correspondre. Donc, avec qui elle va avoir une relation, avec qui elle va parler. Et là, je me suis inspiré parce que c'est un roman que j'ai voulu drôle, qui est drôlatique, enfin, où il se passe des tas de trucs rigolos, mais pas que. Parce que je me suis inspiré d'une thèse, c'est, comment il s'appelle, Jean-Louis, je crois, le Charbonnier, enfin, qu'il m'excuse si j'écorche son nom, qui a fait une thèse sur, à partir de l'idée qu'il avait vérifiée, parce qu'il était médecin, que la pensée, la conscience, l'esprit était indépendant du corps. Alors que la plupart des gens croient qu'il est collé au cerveau, quoi. Ça va avec le cerveau. L'esprit disparaîtrait avec le cerveau. Eh bien, il dit, c'est pas vrai. L'esprit, la conscience est indépendante du corps. Et donc, j'adhère, moi, à cette pensée. Et je me dis, l'esprit de Blaise, la conscience de Blaise est sortie du corps. Mais étant donné le lien qu'il a avec Félicité, il lui parle et elle l'entend. Et il s'établit comme ça entre eux une relation assez profonde, puisqu'ils iront par tomber amoureux l'un l'autre et à se demander s'ils ne pourraient pas se marier, bien que l'un soit mort et l'autre vivant. Voilà, donc on est dans... Alors, en revanche, le concret, c'est le village qui ressemble à tous ceux que vous avez connus, comme il y en a encore peu en France aujourd'hui, hélas, Henri Gougaud. Un petit village tranquille, un mot. Moi, j'ai parlé, oui, effectivement, je ne connais pas grand-chose à part les Corbières, en fait, de villages ou de régions de France. C'est forcément la région, quand je quitte Paris, je vais dans les Corbières, moi. Et effectivement, alors, il y en a certains qui diront que les Corbières, c'est un pays abandonné, oublié. Il y en a d'autres qui diront que c'est un pays protégé, parce qu'il n'y a pas de grande route qui le traverse, il n'y a pas beaucoup d'hôtels, voilà. Et c'est vraiment, moi, ce que j'apprécie. Alors, c'est pas apprécié de tout le monde, mais bon. Vous citez aussi des journaux dans ce livre, Henri Gougaud. Il y a Le Chasseur français que tout le monde connaît, mais il y a un journal qu'on a un peu oublié qui s'appelle Froufrou Magazine, que vous citez dans cette histoire. Il a existé ? Bien sûr. Ah bon ? Mais oui. Ah mais ça, je savais pas. Eh ben, il y a Moi, je croyais avoir inventé. Non. En octobre 1871, Froufrou, c'était la chronique de la vie élégante, actualité théâtrale et écho du monde. Ensuite, il y a eu le Froufrou, en 1888, journal parisien des modes et des arts. Et enfin, Froufrou, ça a été l'ancêtre de l'assiette au beurre. Il y a encore des numéros qui circulent. Ah ben non, journal humoristique dans les années 1900. Écoutez, c'est drôle. Je croyais avoir inventé ce titre-là, mais non. Et Christine Bravo s'est servie de ce titre pour faire son émission, voici quelques années, sur France 2, dans les années 80. Ah oui. Donc, il y a comme ça plein de lieux. Il y a surtout une réflexion en même temps sur la vie, la mort et l'après-vie. Oui. Ça, c'est important pour vous. Oui, c'est important. C'est important parce que j'ai surtout voulu écrire un livre... Comment dire ? Est-ce que j'ai le droit de dire un livre heureux sur la mort ? Un livre, en tout cas, moi j'ai 82 ans. Je veux dire, j'ai beau être un homme de naturel optimiste, je
je crois pas que je verrai le prochain siècle. Mais bon, donc c'est pas que la mort me travaille, mais quand même, à mon âge, il faut y penser un peu. Et effectivement, et à travers ce livre, j'ai voulu dédramatiser la mort. Voilà, la dédramatiser. Faire en sorte qu'elle soit une aventure plutôt qu'autre chose. Et jamais, à aucun moment, je n'ai dit des choses que je ne pense pas. Je ne triche pas, je veux dire. J'ai essayé d'amuser les gens, d'amuser mes lecteurs avec la manière dont les choses sont dites, dont les choses se passent, les rebondissements, etc. C'est un roman drôle, en tout cas, qui se veut drôle, mais oui, où je dis sur la mort ce que j'estime juste ou ce que j'ai lu de fiable. Oui, et on pourrait presque dire qu'en tuant la mort, vous prolongez la vie. Il n'y a pas la mort. La mort n'existe pas. Ce qu'on appelle la mort, c'est la vie sous une autre forme. Voilà. Alors, vous dites que ce livre est à mourir de rire, c'est le titre, c'est le sous-titre, ce qui est effectivement une bonne façon de le présenter, mais c'est pas la première fois que vous vous faites rire. Henri Gougaud, je me suis un peu renseigné, et j'ai découvert qu'un de vos livres, Le Grand Partir, avait obtenu le prix de l'humour noir en 78. Ouais, je crois pas que ce soit un roman, c'était mon premier roman. Je crois pas qu'il ait été particulièrement drôle. Non, il n'était pas drôle, mais enfin, je sais pas, j'avais l'impression que Ah oui, je me souviens, avant la publication du Grand Partir, ce roman, j'avais publié un recueil de nouvelles que j'avais d'ailleurs écrite pour France Inter, à l'époque, pour Jacques Pradel, qui lisait une nouvelle tous les jours. Bon, et ces nouvelles, j'avais fait un livre. Je crois que c'était Départements et territoires d'outre-mort. C'est ça, voilà. Et ça, c'était une nouvelle teintée d'humour noir, un peu fantastique, comme ça. Et l'Académie de l'humour noir avait voulu me donner son prix pour Départements et territoires d'outre-mort. Puis j'ai eu le Goncourt de la nouvelle, et donc ça leur a coupé l'herbe sous le pied, et ils me l'ont donné pour le bouquin d'après. C'était le prix Xavier Forneret, un monsieur qu'on a totalement oublié aujourd'hui. Et on a tort. Oui, c'était un homme très riche qui a dilapidé son patrimoine en faisant des pièces de théâtre qui ne marchaient pas, des livres qui ne marchaient pas. Et ça a été un des maîtres du surréalisme. Du surréalisme. Il est, selon André Breton, précurseur de l'écriture automatique. Ça, je ne savais pas. Oui. C'est un personnage que personne ne connaît aujourd'hui. Ah ben, on trouve encore ces bouquins, on les trouvait autrefois dans les publications un peu confidentielles de revues surréalistes ou surréalisantes, enfin, voilà. Mais le roman, pour vous, bon, c'est votre vie, mais vous avez fait des livres aussi étonnants. Vous dites que vous allez dans les Corbières quand vous quittez Paris, mais vous avez également été au Maroc, en Égypte. Il y a des livres que vous avez illustrés, qui ont été illustrés par vos textes. Oui. Ça, vous avez quand même voyagé, Henri Gougaud. Oui, j'ai un peu voyagé, mais enfin, aujourd'hui, pour mes grands-parents, j'aurais pu être forcément un grand voyageur. Ouais. Mais pour mon fils, les jeunes, ils voyagent beaucoup plus que ça. Oui, je suis allé en Afrique, en Amérique latine, dans les pays arabes, enfin un peu partout en Europe, mais bon, c'est pas... Oui, mais vous sortez un peu des Corbières. Et donc ce livre est sorti, vous continuez à écrire, vous n'avez pas l'intention d'arrêter, parce que je pense que c'est votre art de bien vivre aussi, Henri Gougaud. Oui, j'ai un dada je cultive vraiment, je pense que l'essentiel dans la vie, c'est la relation. Établir des relations avec les gens. Parler à quelqu'un, c'est lui dire, sous le texte, lui dire qu'il n'est pas seul. Qu'il n'est pas seul à éprouver ce qu'il éprouve, qu'on peut partager des émotions, qu'on peut partager des rires. Raconter une histoire, pour moi, c'est ça. C'est perpétuer la relation. Je crois que la relation, c'est la vie même. Oui. Et si je m'arrête, je suis sûr. Si je m'arrête, je meurs. Je suis un raconteur d'histoire. Et vous avez toujours une idée nouvelle dans votre placard ou dans un tiroir?
Oui, bien sûr, oui. C'est pas un problème. Mais en même temps, vous observez le progrès. C'est-à-dire que quelquefois, dans vos livres, il y a le progrès. Il y a des machines à écrire et des carbones dans celui-là, mais le progrès ne vous est pas indifférent. Ah, mais je suis... mais non, je n'aurai qu'un regret amoureux, c'est de ne pas rester là pour voir ce qui va se passer. Je suis extrêmement curieux de ce qui va se passer. Je suis, en plus, c'est pas que je sois d'une nature optimiste, je crois pas. Je crois que je suis réaliste en pensant que, je sais pas, vous êtes peut-être posé la question. Moi, j'ai des prévisions qu'on fait sur l'avenir. Vous savez, à la fin du 19e siècle, il y a des tas de gens qui ont fait des prévisions sur ce qu'allait être le 20e siècle. Ils se sont tous plantés. Voilà, personne n'avait prévu Hitler, par exemple. On ne pouvait pas. Mais vous ne vous êtes pas planté, vous, avec ce livre, Henri Gougaud, qui, à mon avis, touchera beaucoup de nos auditeurs et auditrices, Le jour où Félicité a tué la mort, chez Albin Michel. Voilà, j'espère que ça touchera des gens qui, à travers... Ça aussi, écrire un livre, pour moi, c'est une manière de me faire des amis. Et ben voilà, vous avez beaucoup de nouveaux amis grâce à Sud Radio. On va retrouver une amie dans quelques instants, Brigitte Lahaye, et nous, on se retrouve demain à 13h pour d'autres clés d'une vie. Merci Henri Gougaud. Merci à vous. Bonne journée, à demain.